Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr toujours sur Africable, la chaîne du continent. Aujourd'hui, on continue avec une interview d'un homme spécial pour une initiative spéciale, les 10 000 codeurs. Vous ne connaissez peut-être pas, eh bien, vous allez découvrir ça dans un instant. Alors, qui est Douglas Mbiandou, le fondateur? Cet homme qui a changé la destinée de tant de personnes. Qui est Douglas Mbiandou? Eh bien, cet homme qui rêve d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique par sa jeunesse. Qui est Douglas Mbiandou? Eh bien, cet homme qui certes rêve, mais qui agit grâce à 10 000 codeurs. Eh bien, il permet aux gens du continent africain, aux jeunes du continent africain, de réussir leur transformation. Alors, découvrons tout de suite cet homme dont nous avons parlé. Douglas Mbiandou, bienvenue encore une fois. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Africable. Alors, avant de rentrer bien sûr dans le vif du sujet, les téléspectateurs souhaitent savoir qu'est-ce que 10 000 codeurs, forcément ça interpelle. Eh bien, on veut savoir qui est le fondateur, qui est le créateur, qui est Douglas Mbiandou. Merci Aïssatou pour cette invitation. Je suis très honoré et très fier d'être sur cette émission, sur cette chaîne. Douglas Mbiandou, c'est un homme de 45 ans qui est marié, qui a 3 merveilleux enfants. C'est un ingénieur de formation qui a 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié en tant que développeur d'applications et 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle en informatique, en particulier en développement d'applications. Douglas Mbiandou, c'est un homme qui, depuis 5 ans, a besoin de donner du sens à sa carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine. C'est un homme qui voit aujourd'hui grand pour le continent. Et c'est un homme qui est déterminé à mettre son savoir-faire pédagogique, technique, entrepreneurial au service d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. En tout cas, c'est un homme que vous donnez envie de découvrir et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, moi, je vais reprendre quand même une phrase que vous avez dite lors de vos différentes interviews. Vous avez dit, diaspora, la solution, c'est nous, ce sont vos mots. Qu'est-ce que vous sous-entendez par cela? Chaque fois qu'il y a une crise, la solution est endogène. Chaque fois qu'il y a un problème, il faut que la solution vienne de l'intérieur. Aujourd'hui, l'Afrique, regardez un petit peu l'état du continent, regardez l'état de la jeunesse, regardez l'état du continent en général, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, il y a des crises, il y a des problèmes. Et je pense que nous sommes la solution aux problèmes. On ne peut pas attendre d'autres personnes qui gèrent nos problèmes. Nous vivons dans un monde où chacun défend ses intérêts. Il nous appartient à nous de pouvoir aussi apporter notre contribution. Et quand je dis la solution, c'est nous, je pense que ce soit des experts, des personnes expérimentées, des professionnels du continent ou de la diaspora, c'est à nous de relever en fait le défi et d'apporter nos solutions. La diaspora encore plus, puisque la diaspora qui a réussi, entre guillemets, à mon avis, a le recul et des compétences pour doper le développement et la croissance du continent. D'accord, donc vous le dites, aujourd'hui, la plupart des solutions sont endogènes, donc sont trouvées à l'intérieur du pays. Donc pour vous, la diaspora est une solution exogène et qui va solutionner tous les problèmes du continent africain. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux de dire ça? Je pense pas que la diaspora soit exogène, puisque la diaspora, c'est des personnes comme moi qui ont leur corps à l'extérieur du continent, mais leur cœur au continent. Sur 24 heures. Pour vous, on fait partie de la solution endogène. Complètement. La solution, c'est nous. Nous sommes le 6e continent. donc, nous sommes africains, on le reste. Et il se trouve que pour la plupart d'entre nous, moi, mon cas, c'est arrivé à 40 ans, mais d'autres, c'est arrivé à 35 ans, d'autres à 30 ans. Il y a un moment où notre identité revient et on a envie de faire du give back. Donc, nous 10 000 codeurs, qu'est-ce qu'on fait? On transforme cette envie en fait, de faire du give back et on la canalise pour la mettre à destination d'une cible qui est la jeunesse africaine. Quand vous dites du give back, c'est-à-dire qu'à un moment dans la vie de personnes de la diaspora vient l'envie de donner, de partager avec son continent d'origine, de partager avec les gens restés au pays pour faire un et pour faire corps et pour faire en sorte que les choses avancent. C'est bien ça.
Absolument. Alors, certains vont appeler ça la crise existentielle, d'autres la crise de la quarantaine, mais dans tous les cas, il y a une partie de nous qui est sur le continent et il y a une forme de déchirure entre le fait d'avoir, entre guillemets, réussi et le fait de ne pas pouvoir associer cette réussite à la réussite du continent. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines, pas seulement dans la technologie, c'est vrai dans les secteurs techniques et c'est vrai dans les secteurs fonctionnels. Quelqu'un qui a réussi sa vie dans le secteur du chef de projet, il a envie de partager ses connaissances chef de projet à la jeunesse africaine. Quelqu'un qui a réussi dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, il a un savoir-faire, une expertise qui peut servir à la jeunesse africaine et qui peut servir au continent à résoudre des problèmes dans leur secteur sur place. D'accord. Et pour finir sur ce point-là, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes sur le continent africain qui vivent sur le continent africain, qui vivent toutes les réalités? Qu'est-ce que vous leur répondez lorsque ceux-ci sont un peu gênés par ce type de phrases, par ce type de pensée? Vous savez, les jeunes du continent, ils ont des problèmes qui ne sont pas trop différents des nôtres. Ils veulent du confort, ils veulent du respect, ils veulent un encadrement, ils veulent une visibilité, ils veulent un travail. Donc, toute personne, toute organisation qui va leur apporter tout ou partie de ce que je viens de citer va les intéresser. Ce qui les intéresse, ce sont les actions concrètes. Et ça aussi, comme vous l'avez dit en introduction, ça nous intéresse aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas juste parler, il faut associer les actes aux paroles. Et je pense que ça vient de là peut-être notre crédibilité. Alors, vous l'avez dit, crise de la quarantaine. Est-ce que c'est la crise de la quarantaine qui vous a donné envie de créer 10 000 codeurs? Et surtout, qu'est-ce que 10 000 codeurs? Comme je disais tout à l'heure, je pense que dans chacun d'entre nous, qui sommes d'ailleurs sur le continent ou qui sommes de la diaspora, c'est vrai pour les deux, il y a un moment dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, où on veut partager ce que l'on a appris. On veut le partager à sa progéniture, on veut le partager à sa famille, on veut le partager à autrui. Et donc, 10 000 codeurs, ça représente initialement mon envie de partager mon savoir-faire à la jeunesse africaine dans un secteur qui est mon secteur, un secteur dans lequel j'avais plus de 15 ans d'expérience à l'époque, donc ma crédibilité n'était pas du tout remise en question. Donc, je me suis dit, si j'ai pu former des ingénieurs de multinationales pendant 15 ans, bah, pourquoi est-ce que je ne ferais pas la même chose auprès de la jeunesse africaine? C'est aussi simple que ça. Tout simplement, effectivement. Alors maintenant, forcément, nous avons donné envie aux téléspectateurs de savoir exactement en quoi consiste 10 000 codeurs. C'est vrai que ça nous parle sans nous parler. Alors, qu'est-ce que c'est? 10 000 codeurs est une association à but non lucratif qui a un projet d'insertion professionnelle de la jeunesse africaine dans les métiers du numérique. Initialement, c'était dans un métier, qui est mon métier, que je pratique depuis plus de 15 ans. Volonté de partager avec la jeunesse africaine pour lui donner l'opportunité de s'en sortir financièrement. Mais aujourd'hui, le projet a évolué pour accompagner la jeunesse africaine dans les métiers du numérique en 3 étapes. En 3 étapes. Déjà, avant de parler de ces 3 étapes, est-ce que l'Afrique a besoin de codeurs aujourd'hui? Le mot codeur est arrivé au début du projet. Parce que moi, je suis un développeur d'applications, d'accord? C'est comme ça que je gagne ma vie. Et je me suis dit que, en tant que développeur d'applications, je vais accompagner la jeunesse africaine vers ce métier. La demande pour ce métier est mondiale. Donc, un codeur, d'accord, c'est un professionnel de l'informatique qui crée des programmes informatiques permettant d'augmenter la productivité dans différents secteurs métiers. Donc, je vais créer un programme dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la finance, etc., pour résoudre des problèmes et augmenter la productivité des acteurs. Est-ce que l'Afrique a besoin de codeurs? L'Afrique a besoin de ressources informatiques qui savent la valeur d'une compétence dans le secteur informatique
afin de répondre à la demande qui est mondiale. On a une demande qui est mondiale et à côté de ça, on a des jeunes qui sont au chômage. Donc, c'est un petit peu né de ça, 10 000 codeurs aussi. D'un côté, une demande qui est mondiale dans le secteur du numérique et de l'autre côté, une jeunesse africaine, 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans qui sont pour la plupart au chômage ou dans sous-emploi. Donc oui, l'Afrique a besoin de doper sa jeunesse avec des compétences qui répondent à des besoins du continent et aussi des besoins dans le monde entier. Alors, et comment a été accueillie cette initiative lorsque vous avez commencé? Déjà, quels sont les premiers pays dans lesquels vous avez commencé donc cette formation, ces formations, et comment cela a-t-il été accueilli par les États? Le projet est né en 2013, plus précisément, alors que la société que je dirige, je vous ai dit que je suis un professionnel de la formation professionnelle, nous étions en mission au Congo-Brazzaville, au service de l'État du Congo-Brazzaville, qui voulait former une vingtaine d'ingénieurs dans le développement d'applications. Donc, ma société a été sélectionnée. Et donc, nous avons commencé à former ces ingénieurs. Et moi, de 9h à 17h, je forme des ingénieurs. Et dès que je sors de chez mon client, je vois un peu les jeunes qui galèrent. Et je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose pour ça. Et donc, on a commencé par des cours du soir financés par ma société, donc la société, le centre de formation Obgis. Donc, c'est des cours du soir. Et 10 000 codeurs, en fait, est venu prendre le relais pour pouvoir passer de façon industrielle à l'accompagnement de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, comment les États perçoivent? Je ne peux pas vraiment vous le dire, puisque nous n'avons pas aujourd'hui d'interlocuteurs étatiques par rapport à 10 000 codeurs. Nous avons eu quelques contacts ci et là. Mais vous savez, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que les jeunes perçoivent. Et nous, dans la phase pilote, nous avons eu 300 jeunes accompagnés dans 5 pays, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Dans ces 5 pays, nous avons accompagné en présentiel 300 jeunes dans un métier qui est le métier de développement d'applications. D'accord. Et donc, eux, les jeunes-là, ils sont contents. Ils sont contents qu'on s'intéresse à eux, puisque je vous dis tout à l'heure que personne n'est insensible lorsqu'on s'intéresse à vous et ça correspond en fait à des débouchés. Donc, ils sont contents. Revenir sur eux dans un instant, mais quand même, je souhaite revenir concernant les États. C'est un peu étrange, je me permets d'insister dessus parce que vous venez dans un pays, vous formez la jeunesse, donc vous participez au développement donc de ces pays-là. Et finalement, aujourd'hui, vous n'avez toujours pas de retour. Vous avez quand même créé cela en 2013. Plusieurs centaines de jeunes ont été formés. Et vous n'êtes pas, entre guillemets, en capacité de nous donner des informations ou un retour concret des différents États dans lesquels vous avez travaillé. Même vous, franchement, est-ce que vous ne trouvez pas ça étonnant quand même? Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de jeter la pierre au niveau des États parce que je pense que les États ont leur réalité, les États ont leur fonctionnement, les gouvernements se succèdent et il est important pour un État d'avoir non seulement un retour concret sur une action, mais d'avoir effectivement un plan d'action et des propositions concrètes pour la suite. Et nous, 10 000 codeurs, on était aussi la tête dans le guidon. On est en train de faire nos preuves et c'est maintenant que nous avons le recul, que nous avons des plans d'action clairs, que nous avons du recul. Nous avons du recul sur ce que nous avons fait, cette phase pilote avec 300 personnes sur 5 pays. Et maintenant, nous avons analysé nos lacunes et nous sommes prêts à passer à la phase industrielle. Et votre émission est vraiment la bienvenue puisqu'elle va nous permettre aussi de sensibiliser ces gouvernements. Exactement, c'est très important. Pourquoi j'insiste dessus? Aujourd'hui, vous avez pu former 300 personnes, mais effectivement, avec l'accompagnement de ces États, de ces gouvernements, eh bien forcément, vous allez pouvoir multiplier donc les former, les formations. Bien sûr, Africa, mais en tout cas, on est là pour vous accompagner. Je sais que vous allez débuter donc cette partie de mise en relation avec les États pour pouvoir faire de ce projet un grand projet, encore en tout cas un plus grand projet. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons là avec grand plaisir. Alors maintenant, parlons des jeunes, les intéressés, les concernés, grâce à qui
l'Afrique forcément va grandir. Alors 10 000 codeurs permet de donner un emploi à ces jeunes, mais comment ces jeunes qui ne travaillent pas, qui sont un peu perdus pour certains, font-ils pour financer ce type de formation, ce type d'apprentissage? 10 000 codeurs, il faut savoir que c'est un projet d'éducation. C'est un projet d'éducation. Nous pensons que la jeunesse africaine a le droit à des formations et un accompagnement de qualité pour le bien du continent. Donc, pour nous, ça doit être un service public. Donc, notre objectif est que les jeunes ne déboursent pas d'argent pour la formation. Et nous avons un modèle qui va permettre à ce que les jeunes les plus méritants, ceux qui sont curieux, disciplinés, ambitieux, ne payent pas la formation. Ça, c'est très important. Ce n'était pas dans le cas de la phase pilote. Dans le cas de la phase pilote, le financement a été réalisé par des sociétés, dont la mienne, Obgis, ainsi que celle de Redouane El Aloui, qui est le vice-président de 10 000 codeurs. Nous sommes des grands frères responsables qui avons, entre guillemets, financé la phase pilote. Toujours approche endogène. Et donc aujourd'hui, nous avons un nouveau modèle, un modèle de développement qui permet en fait à la jeunesse de ne pas payer et qui en même temps permet à cette jeunesse, de façon inclusive, de se rendre compte de l'opportunité que représente le numérique. Donc, avec 10 000 codeurs, pour faire simple, les jeunes ne payent pas la formation, mais les jeunes développent des aptitudes pour correspondre aux standards des entreprises qui recherchent des profils. Très bien, très intéressant, et je pense qu'on va avoir beaucoup de jeunes qui vont être motivés. Vous l'avez dit, le plus c'est bien sûr la motivation, c'est-à-dire que vous n'allez pas financer des formations pour des jeunes qui ne sont pas motivés, qui n'iront pas au bout de la formation. Donc là, l'objectif, c'est aussi de déceler et de choisir les bons jeunes pour la bonne formation. Alors, en quoi consiste cette formation? Vous avez dit qu'il y a 3 étapes. Alors, en quoi consiste le modèle d'éducation? Parce que nous ne pouvons pas réduire l'accompagnement 10 000 codeurs à de la formation. Non, c'est faux. C'était peut-être vrai dans la phase pilote, dans laquelle nous nous sommes concentrés parce que nous devions montrer que nous avions un savoir-faire opérationnel et que nous pouvions transformer un jeune motivé en un jeune bankable pour une entreprise. Mais là maintenant, et ça fait partie des fruits de ce que nous avons compris de la phase pilote, les jeunes n'ont pas besoin d'être formés, ils ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être éduqués. Vous savez, c'est comme dans nos familles. Le jeune est éduqué. On lui donne une vision, on lui donne des valeurs, et on lui demande d'être curieux, d'être discipliné, d'être ambitieux. Les jeunes qui partagent notre vision et nos valeurs, nous allons mouiller le maillot pour les accompagner. Et l'accompagnement, ce n'est pas uniquement la formation. La formation, c'est une partie de l'accompagnement. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu le modèle Google, non? Nous proposons un modèle qui est complètement innovant, mais qui, je le rappelle, est inclusif. Déjà, ça, c'est très important. Il est inclusif parce que, contrairement à d'autres, vous savez, souvent, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bon, il y a 50 places et puis il y a 4000 candidatures. Vous voyez comment ça se passe, non? Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Les 4000 qui vont se présenter, on va les écouter et les 4000, on va les accompagner. Simplement, chacun vient avec son niveau, chacun vient avec son histoire, chacun vient avec ses réalités, chacun vient avec son potentiel. Mais les 4000, nous allons les intégrer, nous allons les respecter et nous allons montrer, parmi les 4000, qu'il y en a certains qui sont prêts, mais les autres aussi, nous allons leur montrer qu'à leur façon, ils vont avoir le temps de devenir prêts. Ça, c'est une révolution. Rien que ça, c'est une révolution. Les 4000 qui vont nous contacter, les 4000, on va les appeler pour leur dire, nous avons pris note que tu veux être accompagné par 10 000 codeurs pour ta transformation en 3 étapes et voici les conseils que nous te donnons pour réussir ta vie dans le numérique. Vous voyez, c'est complètement différent. C'est pour ça que je parle d'un modèle d'éducation. C'est-à-dire que nous prenons le jeune là où il est, nous lui demandons d'être curieux, d'être discipliné, d'être ambitieux,
de partager nos valeurs, de partager notre vision et de suivre nos conseils. Et pour les jeunes qui vont suivre nos conseils, nous allons leur proposer des opportunités. La formation, c'est une des opportunités. Mais une autre opportunité, c'est la visibilité. Vous savez que nous vivons dans un monde, c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Plus vous êtes visible, plus vous avez des opportunités. Donc, nous leur proposons des opportunités comme de la visibilité, la possibilité d'accéder à des certifications, la possibilité d'accéder à des formations et la possibilité d'accéder à l'emploi. Donc, vous voyez, de façon graduelle, plus le jeune a des points, plus nous lui proposons des opportunités. C'est ça la révolution. Donc, nous ne pouvons pas nous limiter à dire c'est de la formation. C'est très réducteur. C'est une approche inclusive pour un nouveau modèle d'éducation de la jeunesse africaine. Merci en tout cas pour ces informations-là. C'est vrai que là, je suppose que beaucoup de téléspectateurs sont en train d'appeler leurs enfants et leur dire venez regarder ce que ce monsieur est en train de dire. C'est très intéressant. Alors, parlons des résultats concrets. Vous l'avez dit, vous avez formé 300 jeunes. Il vous en manque plus que 9700. Hein. Vous avez parlé de 10 000 codeurs. Attention, vous êtes encore un peu loin de l'objectif, mais ça ne va pas tarder parce que vous allez accélérer. C'est ce que j'ai bien compris. Alors, déjà, concernant ces 300 jeunes, aujourd'hui, est-ce que la plupart travaillent? Est-ce que la plupart s'en sortent? Sur notre site Internet, nous donnons des exemples de réussite. Sur notre site Internet, nous mettons en évidence quelques témoignages parmi les 300 que nous avons accompagnés. Dans la phase pilote, il y a eu 75% de personnes qui, à 6 mois après l'accompagnement, ont été en situation d'emploi. Et nous racontons l'histoire de Nabounou en Côte d'Ivoire, l'histoire de Yann au Congo-Brazzaville, d'accord, l'histoire de Mokhtar au Cameroun, l'histoire de Philémon en Côte d'Ivoire, et nous racontons ces histoires de jeunes qui s'en sont sortis. Et ces mêmes jeunes, nous les invitons dans nos webinaires pour qu'ils donnent un témoignage et pour qu'ils soient aussi des relais. Donc oui, la phase pilote a été productive. Les jeunes que nous avons accompagnés en particulier ont, pour la plupart, été insérés, mais vous avez noté que j'ai dit 75% et pas 100%. Nous nous sommes remis en question sur pourquoi, alors que ces formations ont été données à des ingénieurs de multinationales, pourquoi elles n'ont pas eu effet. Et nous nous sommes rendus compte que nous avons manqué d'efficacité sur la partie développement personnel. Le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence comportementale sont des secteurs que nous n'avons pas abordés dans la phase pilote. Nous nous sommes concentrés sur le hard skill. Et comme au royaume des aveugles, le borgne est roi, ces hard skills ont suffi pour la plupart des jeunes. Mais dans la phase industrielle, parce que nous voulons atteindre le 100%, nous nous intéressons désormais en priorité à l'attitude. L'attitude avant les compétences techniques. L'attitude est aujourd'hui notre priorité chez 10 000 codeurs. Et pour les jeunes qui veulent être accompagnés, nous allons leur demander, avant d'être accompagnés sur les domaines techniques, la blockchain, l'intelligence artificielle, etc., nous allons leur demander d'avoir l'attitude attendue par les entreprises et donc de cumuler ces points avant qu'on puisse les accompagner sur le hard skill. D'accord, oui. Très important. Hard skills plus soft skills, ça fait un travailleur qui va forcément réussir sa carrière dans le secteur choisi. Absolument. Sa carrière professionnelle et sa carrière personnelle. Exactement, c'est lié. On insiste sur vraiment cette dimension de développement personnel parce que nous nous sommes rendus compte sur le terrain que les jeunes, vous savez, nos petits, beaucoup sont indisciplinés. Beaucoup manquent de confiance en eux. Beaucoup aussi ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Aussi simple que ça. Et donc, ça, ce sont des fondamentaux que nous allons leur apporter avant d'apporter la brique technique aussi recherchée par les entreprises. Mais vous savez, dans un monde dans lequel la technologie évolue chaque année, on ne peut pas attendre des jeunes qui soient excellents techniquement. Par contre, on peut les accompagner pour qu'ils changent leur état d'esprit, qu'au lieu de demander un salaire de 150 000, ils pensent à vouloir gagner 1 million de francs CFA. On peut les préparer à travailler en équipe. On peut les préparer à rédiger des emails attendus par la hiérarchie.
on peut leur apporter tout ça et on peut les accompagner pour qu'ils soient prêts à comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Et ça va faire toute la différence. D'accord. Moi, ce que je vous propose tout de suite, Monsieur Mbiandou, c'est de regarder quelques témoignages. Hein. Soyons concrets. On va regarder 2 témoignages et puis on revient. D'accord. Je suis Billy Emmanuel, bénéficiaire du programme 10 000 codeurs et entre autres artiste 3D. J'avais comme projet de proposer des services interactifs en matière de 3D qui nécessitent forcément de savoir coder, c'est-à-dire de connaître le Game Engine, le moteur de jeu en matière de 3D. Et pour cela, il faut avoir des connaissances en matière de code et j'ai trouvé cela auprès d'Objectif. Aujourd'hui, après 1 an, je suis satisfait. Au départ, je ne connaissais rien au code. Lui, je peux coder et je code même plutôt bien. Et aujourd'hui, j'ai un appel. J'ai eu l'occasion de rencontrer un bénéficiaire du programme 10 000 codeurs et j'étais tellement impressionné par le travail qu'il faisait. J'ai demandé à venir rencontrer les responsables de cette entité. Nous sommes en train de signer un partenariat qui nous permettra d'envisager l'avenir ensemble. Bonjour à tous, je suis Nabounou Diaby, 25 ans, solution architecte et développeur informatique chez Future Afrique Intelligence Artificielle. J'ai fait la rencontre de 10 000 codeurs grâce à l'intermédiaire de la French Tech Abidjan. Donc je fais partie de la première promotion de 10 000 codeurs ici même à Abidjan. À la base, j'étais étudiante en informatique, en maths informatique plus précisément, et je recherchais une formation qualifiante qui répondrait aux besoins du marché. Et là, je rencontre 10 000 codeurs. Je voudrais dire que 10 000 codeurs répond vraiment à tous les besoins du marché quant à la structuration du code, aux techniques de développement et tout ça. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à mes camarades, c'est que l'informatique, le domaine du développement est un secteur à pourvoir, mais n'empêche que les recruteurs sont vraiment stricts. Donc, j'affirme aujourd'hui avec certitude que 10 000 codeurs répond aux besoins du marché quant au développement informatique. Voilà, c'est du concret. Vous l'avez constaté, chers téléspectateurs. Douglas Mbiandou des 10 000 codeurs, a pu former de nombreux jeunes. Et ce n'est que le début. Vous avez parlé de la phase industrielle maintenant qui va commencer, qui va démarrer. Donc, ça veut dire que beaucoup plus de jeunes vont pouvoir être formés, vont pouvoir tout simplement profiter de votre expertise, de vos savoirs, de vos compétences. Alors, parlez-nous de cette phase industrielle, Monsieur Mbiandou. La phase industrielle représente notre proposition pour le passage à l'échelle et elle s'est faite grâce à notre phase pilote. Nous avons constaté les lacunes de la phase pilote, nous nous sommes améliorés et nous proposons une nouvelle approche beaucoup plus industrielle, s'appuyant beaucoup plus sur le numérique et s'appuyant aussi sur un nombre croissant d'experts qui, comme moi, veulent donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Donc, nous avons élargi le périmètre, on ne fait plus que du développement. Nous avons élargi aussi le nombre d'experts. Et aujourd'hui, en même temps que nous passons à la phase industrielle, nous avons aussi beaucoup plus de contenu à proposer gratuitement pour les jeunes, parce que les jeunes ont besoin, dans ce cadre-là, nous l'avons compris, ce n'est pas tous les jeunes qui ont compris que le numérique peut changer leur vie. Rien que ça, c'est déjà important. Donc, on s'est rendu compte qu'il va falloir découvrir pour les jeunes le numérique et ses opportunités, parce qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'on appelle la première phase. Les usages du numérique pour l'agriculture dans nos pays. Les usages du numérique pour le génie civil. Les jeunes ne savent pas qu'ils peuvent détecter un besoin dans leur environnement, innover et puis résoudre un problème. Les métiers, quels sont les métiers du numérique? Nous, on les connaît, mais eux, est-ce qu'ils les connaissent? Ils ne savent pas. Il y a des métiers qui nécessitent des compétences techniques, d'autres qui ne nécessitent pas de compétences techniques. Il faut leur dire. Et enfin, il y a des technologies. Il va falloir s'initier à ces technologies. Ils entendent parler de technologies qui leur passent au-dessus de la tête, big data, blockchain, mais il faut qu'on leur explique. S'il n'y a personne pour leur expliquer, comment vous voulez qu'ils s'intéressent à ces technologies? Donc ça, c'est la phase découverte. C'est cette phase-là qui justifie tous nos webinaires, tous les soirs, 20h, heure de Paris.
Dans la phase pilote, moi, le premier, je pensais que c'était inné. Non, c'est pas inné. Si les jeunes, on leur explique pas ce que le numérique peut leur apporter, ils vont pas aller vers le numérique. Donc ça, c'est la première phase. Deuxième phase, il y a l'apprentissage. Une fois que le jeune est convaincu de sa voie, qu'il a vu un expert dans tel domaine et que cet expert l'a inspiré, qu'il a découvert ce secteur et que ce secteur l'inspire, il va nous dire, voici le secteur que je veux approfondir. Donc, c'est la phase 2, c'est la phase d'apprentissage d'un métier. Il apprend un métier et comme je vous l'ai dit, avant le métier, il apprend déjà l'attitude. Tant qu'il ne nous a pas convaincus de la bonne attitude, nous n'allons pas lui donner accès à des compétences sur le métier. C'est non. Une fois qu'il a appris le métier, là, on lui trouve des opportunités au niveau de l'emploi. Donc, d'où les 3 étapes, hein. Découverte du numérique, apprentissage d'un métier, décrocher un emploi. C'est aussi simple que ça. C'est simple et c'est efficace. Et encore une fois, j'insiste auprès des téléspectateurs, cela est possible parce qu'il y a eu une phase pilote. Vous avez pu former 300 jeunes, vous avez été au contact de 300 jeunes, ce qui vous a permis aujourd'hui de mettre en place, de ficeler cette façon de faire. Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, vous avez beaucoup parlé les jeunes. C'est vrai que je suppose que cette formation s'adresse principalement aux jeunes. Quels sont les critères de sélection, entre guillemets? Alors, une des nouveautés, je pense, là encore, je pense qu'on innove, c'est que justement, en plus du fait que nous ne sommes pas un centre de formation, mais nous sommes un modèle d'éducation, nous sommes inclusifs. Je reviens là-dessus, c'est très important. Aujourd'hui, de qui on parle? On parle de jeunes, on veut des jeunes qui soient curieux. Les jeunes qui ne sont pas curieux, nous, on ne sait pas les gérer. On parle de jeunes qui sont disciplinés. Les jeunes qui ne suivent pas nos conseils ne nous intéressent pas. On parle de jeunes qui sont ambitieux. Des jeunes qui se contentent de 50 000 ou 100 000 francs CFA par mois, eux, ils ne nous intéressent pas. On parle de jeunes qui partagent notre vision. La vision d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Donc, il faut voir grand. Les autres ne nous intéressent pas. Et enfin, on a des jeunes qui partagent nos valeurs. Les jeunes qui vérifient ces critères-là nous intéressent. Et nous leur proposons de s'inscrire à notre programme. Et nous allons tout faire pour leur apporter de la visibilité, pour leur faire découvrir ce que le numérique peut faire pour eux, pour leur apporter des compétences et pour leur trouver un emploi. Nous allons créer un cadre. Voilà les critères pour bénéficier du modèle d'éducation de 10 000 codeurs. Et je pense que ces critères sont accessibles pour beaucoup de jeunes parmi les 450 millions entre 15 et 35 ans qui nous intéressent. Voilà, entre 15 et 35 ans, donc c'est important aussi de le dire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me permets de vous poser la question parce que si vous donnez comme un critère seulement la jeunesse, moi je vous regarde, vous avez 45 ans, je vous considère comme étant un jeune d'aujourd'hui. Alors, absolument, mais vous savez, dans notre réflexion, cette idée de 15-35 ans a évolué. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte, prenons le cas des femmes. Vous savez, les femmes, grâce aux femmes, nous avons fait évoluer ce 35 qui peut aujourd'hui aller jusqu'à 45. Pourquoi? Parce que vous savez, les femmes ont une responsabilité de mère. Et que les femmes, il se trouve que les femmes, à partir de 35 ans, peut-être après, elles veulent aussi une vie professionnelle ou bien se reconvertir après avoir fait des enfants. Et donc, je me suis rendu compte que cette période 15-35 ans, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on l'augmente, en particulier pour les femmes. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous ne refusons personne. Je vous avais dit, on est inclusif. Donc, si une maman, une femme, un homme de 40 ans, de 42 ans, vient nous voir et nous dit « Cher Douglas, ton processus en 3 étapes m'intéresse et je suis dans l'étape 1 et je suis capable de répondre aux questions de la fin de l'étape 1 qui me permettent de te dire que je suis tes webinaires depuis maintenant 1 mois, 2 mois, 3 mois et je suis prêt à passer à la phase 2 qui est la phase d'apprendre un métier. Et d'ailleurs, je suis devenu, grâce au webinaire, passionné d'intelligence artificielle et je voudrais que tu me rapproches des experts intelligence artificielle de 10 000 codeurs et je veux apprendre ce métier. » Vous voyez, ça c'est un cas, on ne va pas refuser. Nous sommes inclusifs. Très important, merci pour l'information. Nous avons parlé des femmes. Alors, sur les 300 premiers codeurs, quelle est la proportion de femmes?
Alors, c'est intéressant parce que cette question-là m'amène à le deuxième objectif fort de 10 000 codeurs pour cette phase industrielle. Le premier objectif, c'est donc, on va ouvrir et dépasser uniquement le cadre, aller plus loin que le cadre du développement du codage. Et un deuxième objectif que nous sommes fixés, c'est d'atteindre les 50% d'accompagnement de femmes. Parce que voyez-vous, dans la phase pilote, nous n'avons pu, suivant les pays, qu'accompagner entre 10% et 15% de femmes. Ce qui pour moi est une catastrophe, parce que moi, je considère que la femme est l'avenir du numérique en Afrique. Je répète, la femme est l'avenir du numérique en Afrique. Donc aujourd'hui, nous nous rapprochons d'organisations comme le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines pour nous aider à parler aux filles. Parce que moi, je ne sais pas parler aux filles, je ne sais pas atteindre les filles, les femmes, je ne sais pas le faire. Donc, c'est un domaine que je ne connais pas. Donc, nous sommes en train de nous rapprocher d'organisations qui, elles, sont pour l'inclusion, pour l'accompagnement des filles et des femmes, pour leur autonomisation. Donc, j'en profite pour lancer un appel à travers votre émission. Je lance un appel aux organisations de femmes qui veulent s'appuyer sur 10 000 codeurs éventuellement pour l'autonomisation de la femme africaine grâce au numérique. Le message est bien passé, mesdames, ne soyez pas timides, osez, prenez votre téléphone, prenez tout ce que vous souhaitez prendre, mais contactez 10 000 codeurs pour changer, pourquoi pas, votre destinée. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant, on va parler bien sûr du futur de 10 000 codeurs, notamment je sais qu'il y a 3 plateformes ou 2 plateformes qui vont naître incessamment sous peu. Et ensuite, on va terminer bien sûr avec les contacts, comment vous contacter, comment participer. Alors oui, nous avons aujourd'hui 3 plateformes entièrement gratuites pour la jeunesse africaine. Comme je vous l'ai dit, notre obsession, ce sont les jeunes. Les jeunes, j'ai compris que les jeunes ne sont pas assez valorisés en Afrique. On en parle beaucoup. On fait beaucoup de projets à partir des jeunes, mais on ne s'intéresse pas aux jeunes. Et donc, nous avons 3 plateformes pour les jeunes. La première plateforme, c'est une plateforme qui permet donc aux jeunes, tous les jours, du lundi au vendredi, 20h, heure de Paris, de découvrir le numérique, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Ça, c'est la première plateforme. Des experts, 200 experts, se relaient tous les jours pendant 1 heure pour partager leur savoir, pour partager leur expertise, pour faire valoriser leur expérience, leur façon de give back. Donc, nous canalisons. Donc, nous avons 20 communautés. Donc, ça va de l'entrepreneuriat au développement personnel en passant par la blockchain, le cloud, le marketing digital, etc., etc. Ça, c'est la première plateforme. La deuxième plateforme, au lieu qu'on ait une approche top-down, où ce sont les grands frères, les grandes sœurs qui parlent et puis les jeunes qui écoutent, c'est une approche bottom-up. C'est-à-dire que nous donnons la parole. Donc, ça s'appelle « Parole à la jeunesse ». De la même façon que, vous me donnez la parole aujourd'hui. Nous donnons la parole aux jeunes de chaque pays, des 54 pays du continent, pour qu'ils puissent nous donner leur réalité et leur rapport au numérique. Est-ce que le numérique, pour eux, c'est un moyen d'être actif ou d'être passif? Est-ce qu'aujourd'hui, il suffit juste que les formations qu'ils ont pu recevoir sont de qualité? Quelle est leur projection à 2 ans, 5 ans, 10 ans? Voilà, ça c'est la deuxième plateforme. Parole à la jeunesse. À partir de septembre 2021. Tous les jours, de 19h à 20h. Troisième plateforme, nous répondons aux questions que les jeunes du continent se posent tous les samedis. Nous proposons aux jeunes de nous poser des questions. C'est simple, hein? Ils ont une plateforme, ils posent des questions dans toutes nos communautés et nous répondons à leurs questions. Voilà les 3 plateformes que nous mettons à la disposition de la jeunesse africaine avec l'appui, bien sûr, de nos sponsors. Au niveau de l'accès, donc c'est très simple. J'invite les téléspectateurs, les intéressés à aller tout simplement sur 10 000 codeurs. Vous avez une page Facebook, une page LinkedIn, un site internet, 10 000 codeurs, comme c'est inscrit ici même. Alors maintenant, les pays. Alors vous avez parlé de 5 pays dans un premier temps. À partir du moment où vous allez industrialiser, donc là, tous les pays du continent africain seront concernés, n'est-ce pas? Je vous ai parlé tout à l'heure de 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Ces jeunes sont répartis sur tout le continent. Donc, que ce soit le monde lusophone, le monde anglophone et le monde francophone,
tous ces pays vont nous intéresser et nous invitons les jeunes de tous ces pays à nous contacter. C'est très important, cette dimension panafricaine. Très important. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un peu d'avance avec certains pays comme le Bénin, des pays comme le Gabon, des pays et aussi des pays comme le Niger. Ouais, on a senti par exemple au Niger des jeunes qui en veulent vraiment très fort, quoi. En particulier au niveau du Sahel, on a des jeunes qui sont vraiment déterminés à réussir et nous allons être une caisse de résonance pour leur envie. Nous allons découvrir ces jeunes grâce à la plateforme Parole à la jeunesse. On va découvrir des visages, on va découvrir des cultures, on va découvrir des sons, on va découvrir des réalités locales. Et on va donner donc une nouvelle aussi, une image de l'Afrique avec une jeunesse déterminée à réussir. En tout cas, c'est de très bonnes augures, Monsieur Biandou. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous pour tout ce que vous avez pu faire, pour tout ce que vous allez faire. Bien sûr, on va vous suivre de très près. Alors, j'entends déjà la jeunesse africaine qui se dit, bah tiens, on a peut-être des belles perspectives à venir. En tout cas, on vous le souhaite. N'hésitez pas, si vous voulez, vous le pourrez. Aujourd'hui, il y a de belles initiatives comme 10 000 codeurs qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, Monsieur Biandou, Africable vous soutient. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous serons un moyen de faire passer, de véhiculer vos différents messages. Encore une fois, c'est très sincère. C'est l'objectif de cette chaîne. Africable, c'est la chaîne du continent, de tous les Africains, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du continent. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.